Henry. Dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollen sagen, En juin 1940, un vent de changement se mit à souffler sur l'Europe. L'Allemagne nazie avait envahi presque tous les pays situés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de ses frontières, terrorisant les populations civiles, détruisant les villes et repoussant les troupes alliées qui avaient tenté de stopper son avance. Il semblait que rien ne pouvait résister à la marche triomphale des nazis et à leur domination totale du continent. Adolf Hitler entra dans Paris le 14 juin, et le monde ne pouvait rien faire d'autre que d'assister impuissant à sa victoire. Les troupes allemandes avaient submergé la France, et les généraux d'Hitler recevaient enfin la rançon de leur succès. Mais une nation refusa de capituler. De l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne n'était tout simplement pas prête à faire la paix avec l'Allemagne nazie. Les avions du Troisième Reich commençaient à envahir l'espace aérien britannique. Adolf Hitler allait comprendre pourtant qu'il devait désormais faire face à une population déterminée à défendre ses plages, ses villes et ses villages à n'importe quel prix. Le Premier ministre Winston Churchill parvenait à convaincre la population de combattre jusqu'au bout. La bataille d'Angleterre allait débuter et la suprématie militaire d'Hitler être défiée pour la toute première fois. Cette bataille historique pour protéger l'Angleterre et la démocratie marquait une étape fondamentale dans une guerre qu'il semblait alors impossible aux Alliés de gagner. L'esprit de Dunkerque était vivace. C'est l'extraordinaire bravoure de ceux qui se battirent pendant ces jours sombres où l'Angleterre se trouvait seule, qui allait sauver non seulement le Royaume-Uni, mais aussi ses alliés des griffes du Troisième Reich. De la terreur du Blitz aux extraordinaires batailles aériennes, sans oublier bien sûr les événements qui se déroulaient en même temps en Extrême-Orient et dans les déserts d'Afrique du Nord, ce film vous apporte la preuve que, en dépit de tout, le monde libre se relevait pour faire front à Hitler et à son axe du mal. En 1938, les Anglais avaient vu le roi George VI déposer une couronne sur le cénotaphe consacré à la mémoire des milliers d'hommes morts pendant la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, peu nombreux étaient ceux qui réalisaient à quel point leur nation était proche d'un nouvel et encore plus terrible conflit, et que la paix que le monde chérissait depuis 20 ans touchait à sa fin. Car des ruines de la Première Guerre mondiale, de nouvelles et dangereuses puissances émergeaient. Le dictateur italien Mussolini était impatient de créer un nouvel empire romain. Et Adolf Hitler avait rallié le peuple allemand à ses exigences de nouveaux territoires et à son rêve fou d'un monde dominé par la race aryenne.
Lorsque les nazis envahirent la Tchécoslovaquie en mars 1939, les alliés traditionnels, la France et la Grande-Bretagne, se retrouvèrent dans une situation difficile, sinon insoluble. Le président français, Albert Lebrun, effectua une visite d'État en Angleterre, assurant le public que les empires solidement établis étaient une assurance face à ces nouveaux dictateurs. Mais il fut vite évident que les belles paroles et les promesses rassurantes ne suffisaient pas pour contenir le terrible orage qui allait souffler sur le continent. Le 1er septembre 1939, Adolf Hitler prit l'initiative et envahit la Pologne. Deux jours plus tard, l'Angleterre et la France déclaraient la guerre à l'Allemagne. Ce chaos plongea la Pologne dans l'horreur totale de l'occupation nazie, tandis que sur le sol britannique, on empilait les sacs de sable et que les enfants étaient évacués des grandes villes. Les sous-marins allemands maraudaient en haute mer, attaquant sans répit, provoquant une pénurie alimentaire. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain espérait toujours une solution pacifique. Cependant, le printemps 1940 démontra qu'Adolf Hitler n'avait aucune intention de reculer. Le 7 avril, le Danemark et la Norvège étaient envahis par l'armée allemande, qui cherchait à sécuriser ses précieux approvisionnements en matières premières, sonnant ainsi la fin de la drôle de guerre. Les troupes d'assaut d'Hitler n'avaient pas été stoppées en Scandinavie. Le 2 mai, elles attaquaient les Pays-Bas, avec, en ligne de mire, la France. Le corps expéditionnaire britannique tenta de protéger les frontières aux côtés des troupes belges et françaises. Mais une fois de retour en Angleterre, le public comprit que la politique hésitante de Chamberlain avait eu de lourdes conséquences. Les nations européennes tombant comme des dominos, il devenait évident que le mot « paix » ne faisait pas partie du vocabulaire d'Hitler et que la seule option était de bâtir une ligne de défense pour repartir à l'attaque. Chamberlain n'avait plus le choix. Un nouveau leader devait être nommé à la tête d'une coalition gouvernementale de guerre prête à affronter le cours de l'histoire. Ce fut Winston Churchill, un homme d'État qui connaissait le sens profond du mot « guerre », qui fut désigné. Il descendait d'un des plus grands chefs militaires britanniques, Lord John Churchill, qui avait écrasé les troupes de Louis XIV lors de la bataille de Blenheim en 1704. Winston Churchill, né en 1874, était le fils de Lord Randolph Spencer Churchill et de sa ravissante épouse américaine Jenny Jerome. Il n'était encore qu'un enfant quand il s'avéra fasciné par la stratégie militaire et les manœuvres de combat, tout en devenant un grand champion d'escrime. Après avoir rejoint l'Académie militaire royale de Sandhurst, dont il sortit 8e sur 150 cadets, il fut affecté comme second lieutenant au sein du 4e hussards de la Reine. De la guerre des Boers en Afrique du Sud aux batailles de Cuba et à celles de l'Inde, Churchill sillonna le monde de long en large, combattant par-ci par-là, écrivant quelques reportages et, à l'occasion, faisant les deux en même temps. Le jeune homme n'était jamais plus à son aise qu'au cœur de l'action. Devenu politicien à l'aube du XXe siècle, des affrontements avec les suffragettes en 1910 aux rixes entre gangsters en Extrême-Orient, Churchill n'était jamais loin lorsqu'une bataille faisait rage. La Première Guerre mondiale s'approchait à grands pas, et les actions de Churchill étaient fréquemment controversées et pas toujours couronnées de succès. Lorsqu'il fut nommé premier lord de l'Amirauté en novembre 1914,
il élabora une stratégie pour sécuriser une voie d'approvisionnement naval vers la Russie en s'emparant de Constantinople, ce qui s'avéra problématique dès le départ. Cette campagne fut un désastre et des milliers d'hommes, pour la plupart des volontaires néo-zélandais et australiens, furent massacrés à Gallipoli dès le début des combats. Très impopulaire dans les cercles politiques en raison de son franc-parler, Churchill fut le bouc émissaire du désastre, même s'il ne pouvait être le seul à emporter la responsabilité. Il fut démis de son poste de premier lord de l'amirauté et il connut une traversée du désert de 20 ans avant de retrouver une nouvelle opportunité de prouver sa valeur aux Britanniques. Lorsque la bataille de France commença en mai 1940, Winston Churchill, en tant que Premier ministre britannique, avait la possibilité de retrouver la crédibilité qu'il avait perdue lors des événements des Dardanelles. C'était une chance qu'il était bien déterminé à saisir. Le 2 mai, Winston Churchill accepta ses nouvelles responsabilités. Il déclara à la nation qu'il n'avait rien à leur offrir d'autre que du labeur, du sang, de la sueur et des larmes pour faire la guerre sur terre, sur mer et dans les airs, faire la guerre avec toutes nos forces et avec toute la force que Dieu nous a donnée. Cette rhétorique particulièrement habile prépara le peuple britannique pour la bataille qui l'attendait. Et lorsque les troupes alliées furent encerclées par centaines de milliers sur les plages de Dunkerque quelques semaines plus tard, le Premier ministre se montra cohérent avec son discours. En effet, lorsque les troupes d'Hitler encerclèrent les Alliés, ne leur laissant aucun échappatoire, l'un des événements les plus incroyables de la guerre eut lieu, dans lequel les militaires, tout autant que les civils, eurent un rôle crucial à jouer. Juste sous le nez d'Hitler et de ses généraux, 300 000 soldats alliés furent évacués des plages du nord de la France par une flottille de navires, de bateaux de pêche ou de plaisance qui les ramenèrent en sécurité en Angleterre, prêts à combattre à nouveau. Les Britanniques célébraient le retour de leurs troupes à la maison, prouvant que les nazis n'étaient pas infaillibles. Mais Churchill fut prompt à rappeler à son pays que les armes et l'artillerie perdues sur le sol français les laissaient désarmés face à l'ennemi, et que ce n'était pas en réalité une victoire. La France tomba en juin 1940, et Churchill avertit son pays: ce que le général Weygand a appelé la bataille de France est terminée. Je m'attends à ce que la bataille d'Angleterre commence sans tarder. C'étaient là des paroles prémonitoires et d'une grande sagesse. L'Angleterre allait en effet être soumise à la plus violente attaque de son histoire. La situation de la Grande-Bretagne par rapport aux pays qui avaient été déjà vaincus par la tactique du Blitzkrieg d'Hitler était plus favorable, car depuis 1 an, le pays se préparait à la guerre. Des barrages de ballons avaient été dressés, les usines avaient augmenté leur production. De plus en plus d'hommes s'engageaient dans les corps d'armée. Les femmes, elles, étaient de plus en plus nombreuses à les remplacer sur les lignes de production des usines et dans les fermes. Conjointement, des volontaires venus des pays du Commonwealth, mais aussi des pays occupés par les Allemands, affluaient en Grande-Bretagne, prêts à rejoindre la cause alliée. Bien que toutes les mesures aient été prises pour la défense du pays, la sécurité restait un paramètre important. Churchill, craignant la présence d'espions parmi les étrangers vivant sur le sol britannique, demanda que tous les ressortissants allemands, autrichiens et italiens soient internés sans procès. Durant l'été 1940, des milliers d'étrangers furent envoyés sur l'île de Man, où ils vivaient dans des bed and breakfast et des hôtels qui avaient été organisés comme des camps. C'était une décision que beaucoup critiquaient, car la vaste majorité de ceux qui avaient été internés étaient parfaitement innocents. Churchill ne voulait prendre aucun risque. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles qu'il eut à prendre pendant cette guerre.
Mais au début de juillet 1940, un autre cas de conscience se présenta. La France étant tombée sous le contrôle de l'Allemagne et du régime de Vichy, il existait un risque certain qu'Hitler ait envie d'utiliser la flotte française, la 4e plus grande marine du monde, contre les Anglais. Le commandant de la marine française, l'amiral Darlan, avait donné une garantie personnelle à Churchill que ceci n'arriverait pas. Mais le Premier ministre anglais savait que Darlan n'avait pas vraiment son mot à dire et que cette menace devait être neutralisée. Inquiet des futures initiatives d'Hitler, quelques jours avant que la bataille d'Angleterre ne commence, Churchill montra à quel point il était déterminé contre le Führer, quel qu'en soit le prix. Une escadre de navires britanniques, nom de code Catapulte, quitta Gibraltar pour se diriger vers les côtes d'Algérie où une forte concentration de navires français se trouvait rassemblée dans le port de Mers el-Kébir. Leur mission était de s'emparer des navires français. En dépit des tentatives par voie diplomatique, le commandement français refusa de laisser le contrôle de ces vaisseaux aux Britanniques. Sur ordre de Churchill, la flotte anglaise ouvrit le feu. 1297 marins français furent tués et 350 blessés. Cette mesure désespérée prise par le Premier ministre déclencha un débat houleux à la Chambre des communes et, sans surprise, envenima les relations entre la France et l'Angleterre pour longtemps. Bien que cette action fût considérée par certains comme abusive, elle était un avertissement pour Hitler de ne pas sous-estimer les Britanniques. Elle démontrait que la Grande-Bretagne était prête à reprendre le combat contre la tyrannie nazie, seule si nécessaire. Churchill déclara plus tard « Dans les cercles gouvernementaux aux USA, il n'y eut désormais plus un seul discours sur l'Angleterre soumise. » Hitler était de son côté convaincu qu'après l'évacuation des troupes de Dunkerque, la guerre était pratiquement finie, car les Anglais, défaits sur le continent et dépourvus désormais de tout allié en Europe, seraient contents d'accepter un accord de paix. Bien que certains membres du gouvernement de Churchill, dont le secrétaire aux Affaires étrangères Lord Halifax, eussent préféré négocier avec Hitler, le défi que Churchill avait lancé en Algérie était le signe que la Grande-Bretagne ne se rendrait pas sans combattre. Maintenant que le gant avait été jeté, Hitler avait désormais la certitude que la Grande-Bretagne devrait être prise de force s'il voulait une domination totale de toute l'Europe de l'Ouest par les nazis. Avec un Churchill lui faisant face, toute son attention se focalisa sur l'élaboration d'un plan d'attaque. Tandis qu'il travaillait avec ses généraux, il espérait qu'il ne faudrait pas plus d'un mois pour s'emparer de la Grande-Bretagne. Son état-major était pourtant inquiet des nombreux obstacles qui les attendaient, car l'invasion du Nil était une opération qui n'avait rien à voir avec le franchissement d'une frontière par des tanks. Pendant la campagne de Norvège en avril 1940, les forces navales allemandes avaient été à deux doigts d'être détruites et n'avaient que peu de chances de tenir face à la très puissante Royal Navy si une invasion devait être lancée. Le grand amiral Erich Raeder informa Hitler qu'il considérait le débarquement en Grande-Bretagne comme un dernier recours, et seulement si la Luftwaffe avait neutralisé au préalable la RAF pour donner la suprématie aérienne à l'Allemagne. Les Allemands prirent alors la décision de porter tous leurs efforts sur la destruction de la RAF comme phase initiale de l'opération Lion de mer, le nom de code pour l'invasion de l'Angleterre. Lorsque la RAF serait détruite, un assaut massif par air et par mer serait mené sur la côte sud, suivi d'une invasion à grande échelle. « 100 000 soldats, dont de nombreux SS d'Heinrich Himmler, allaient déferler sur l'Angleterre,
avec comme mission de détruire toute opposition. La responsabilité qui incombait alors à la RAF était immense, et bien qu'elle soit la force aérienne indépendante la plus ancienne au monde, puisque créée en 1918, la politique d'apaisement qui avait prévalu dans les années 30 avait accentué son retard sur la Luftwaffe. On avait porté la priorité sur la construction de bombardiers plutôt que sur celle de chasseurs capables de défendre le pays. Et ce n'est qu'après 1938 que le Fighter Command devint véritablement prioritaire. L'Air Chief Marshal Dowding, en charge du Fighter Command depuis 1936, n'avait pas eu beaucoup de temps pour se préparer à la bataille à venir. La principale faiblesse de la RAF était son manque de pilotes expérimentés, spécialement après la bataille de France et les pertes subies dans l'évacuation de Dunkerque. Des fermiers, des professeurs, des médecins, des caissiers de banque, des vendeurs, des centaines de jeunes gens d'horizons divers, peu entraînés et sans expérience du combat, allaient devoir faire face aux pilotes expérimentés de la Luftwaffe. En revanche, ils étaient menés par des chefs expérimentés qui savaient ce qu'ils avaient à faire. As de la Première Guerre mondiale, l'Air Vice Marshal néo-zélandais Keith Park était responsable des défenses du sud-est de l'Angleterre et des approches de Londres. Le groupe 11 allait devoir supporter le plus fort de la bataille, tandis que le groupe 12, commandé par l'Air Vice Marshal Trafford Lee Mallory, couvrait les Midlands et l'East Anglia, jouant ainsi un rôle tout aussi vital. L'attaque allemande était menée principalement par deux flottes aériennes, commandées respectivement par les maréchaux Albert Kesselring et Hugo Sperl. Bien que la Luftwaffe disposât de plus d'avions et de pilotes plus expérimentés que leurs opposants britanniques, le sort du combat était loin d'être certain. Initialement, les armées aériennes allemandes n'avaient pas été conçues pour combattre pour leur propre compte, mais surtout pour épauler l'armée de terre. Cette tactique avait été utilisée brillamment pour la conquête de l'Europe de l'Ouest par les fameuses attaques éclairs ou Blitzkrieg. Être seul, chargé de mener complètement une bataille, était un énorme défi pour la Luftwaffe. La bataille d'Angleterre a été la première campagne à se dérouler uniquement en plein ciel, et les règles habituelles du combat ne pouvaient plus s'appliquer. Les Allemands avaient également le désavantage de combattre loin de leur propre base, ce qui leur laissait peu de temps à passer dans le ciel d'Angleterre, le carburant étant le principal paramètre à prendre en compte. Pendant un combat aérien, si un avion allemand était touché, le pilote, s'il n'était pas tué, était immédiatement capturé. Alors que les pilotes anglais se parachutaient sur leur propre territoire, prêts à combattre dès le lendemain. Pour les nazis, ce qui, sur le papier, semblait simple, ne l'était pas dans la réalité, comme la Luftwaffe le comprit assez rapidement. Il y avait déjà eu des raids aériens contre l'Angleterre depuis 1939, mais aucun à cette échelle. Des bombardiers allemands avaient été descendus au-dessus du Firth of Forth et de Scapa Flow dès la mi-novembre 1939 et lors de nouvelles attaques depuis le début de l'année. Mais alors que Churchill et son pays attendaient la nouvelle initiative d'Hitler, le 10 juillet 1940, la bataille d'Angleterre commença. Vagues après vagues, les bombardiers allemands, escortés par la chasse, se jetèrent contre les navires et les ports du sud de l'Angleterre. Et bien que largement en infériorité numérique, 5 escadrons de Hurricane et de Spitfire relevèrent le défi
et décollèrent afin d'affronter les modernes chasseurs allemands. Avec une bravoure et un courage sans égal, ces pilotes donnèrent tout pour leur roi et leur patrie dans une bataille épique, telle David contre Goliath, avec respectivement Churchill et Hitler dans ces deux rôles. Les Allemands perdirent 2 fois plus d'avions que les Anglais, contrariant ainsi les plans d'Hitler, toujours persuadé qu'il ne faudrait pas plus de 4 jours pour mettre la RAF hors de combat. La Luftwaffe découvrait qu'elle avait un combat à mort à mener. Elle devait non seulement affronter la bravoure et la détermination des pilotes adverses, mais ceux-ci disposaient de plus d'une technologie révolutionnaire et secrète qui allait jouer un rôle déterminant dans le sort de la bataille. Ce qui serait connu plus tard sous le nom de radar fournissait aux contrôleurs anglais un préavis d'alerte pour les raids de la Luftwaffe. Les grandes tours scannaient le ciel le long de la côte anglaise. À l'intérieur des terres, le corps des observateurs britanniques employait des méthodes plus traditionnelles, scrutant le ciel jour et nuit, prêts à téléphoner au commandement dès que les avions ennemis étaient en vue. Le radar et les observateurs contribuèrent largement à la défense de l'Angleterre, en délivrant des informations aux contrôleurs qui géraient la situation 24 heures sur 24 et qui mettaient en alerte les bases de chasseurs dès que les ennemis étaient signalés, afin qu'ils puissent s'engager dans le combat. La Luftwaffe ne tarda pas à s'interroger. Pourquoi les Spitfire et les Hurricane étaient toujours là pour les attendre? Ils sous-estimaient l'importance des tours radars. Pourtant, dès 1939, juste avant le début du conflit, les Allemands avaient envoyé le dirigeable Graf Zeppelin pour une mission d'espionnage afin de ratisser les ondes des radars. Alors que l'immense vaisseau aérien faisait des allers-retours le long de la côte Est, les opérateurs radars anglais observaient le plus grand des échos qu'ils aient jamais vus sur leurs écrans. Et pourtant, les scientifiques allemands embarqués n'en eurent pas conscience et arrivèrent à tort à la conclusion que les radars britanniques étaient primitifs et inefficaces. Mais le radar n'était pas le seul point que le renseignement allemand n'avait pu prendre en compte. Au cœur de la campagne anglaise, dans le Buckinghamshire, à Bletchley Park, les casseurs de code travaillaient jour et nuit à décrypter les messages émis par la machine allemande Enigma. Les nazis transmettaient la plupart de leurs secrets et de leurs informations tactiques en les codant avec Enigma, et le projet Ultra était dédié au décryptage de ces messages. Le renseignement Ultra devint si efficace que les Anglais devaient utiliser les informations avec parcimonie pour que les nazis conservent toute confiance dans leur machine Enigma. Les Allemands n'allaient découvrir qu'après la guerre que les cryptographes britanniques avaient cassé le code Enigma. Si Ultra était d'une aide inestimable sur le front anglais, il y avait d'autres zones d'opération où Ultra n'était d'aucune aide. Grâce au reste de l'empire de la reine Victoria, les Britanniques possédaient des colonies dans le monde entier. C'était en réalité le plus grand empire que le monde ait jamais connu, et sa puissance et son influence étaient sans égal. Les forces de l'Axe aiguisaient leurs griffes de l'Extrême-Orient au désert d'Afrique du Nord. La menace était partout. La Grande-Bretagne avait donc des soucis à se faire, et pas seulement pour la métropole. De l'autre côté du globe, le Japon attendait depuis longtemps l'opportunité de créer un empire à l'échelle des empires britanniques et français.
Jusqu'alors, Tokyo focalisait ses ambitions sur la Chine. Depuis 1937, les armées japonaises s'étaient enfoncées profondément dans ce territoire, s'emparant de nombreuses cités et terrorisant les populations civiles. Pendant que les Chinois s'évertuaient à contrer ces attaques, les témoignages sur les atrocités commises par les Japonais étaient de plus en plus nombreux. L'opinion publique britannique et américaine prit la Chine en sympathie. Il fut alors décidé de soutenir son effort de guerre en envoyant de l'aide et du matériel. La guerre entre la Chine et le Japon fut longue et brutale. En 1940, il n'y avait aucun signe d'apaisement. Les Japonais s'étaient emparés de territoires le long de la côte sud de la Chine, coupant la capitale provisoire Chongqing d'un accès à la mer, et il devenait de plus en plus difficile de leur venir en aide. Il ne restait que quelques étroites routes d'approvisionnement que les généraux de Tokyo étaient impatients de couper pour que la bataille du sud de la Chine soit rapidement terminée. L'une de ces routes était celle de la Birmanie, qui partait de Lashio, dans le nord de la Birmanie, encore contrôlée par les Anglais, jusqu'à la cité de Kunming, et le Japon demanda à Churchill de la fermer immédiatement. L'Empire britannique était en difficulté et en position vulnérable, car quelques-unes de ses plus belles colonies, dont Hong Kong et Singapour, étaient situées dans la région. Mais la bataille d'Angleterre faisant rage, il n'était pas possible d'envoyer de précieux navires pour les défendre. Le Japon avait la main, ayant déjà profité de la victoire de l'Allemagne sur la France pour mettre la pression sur l'Indochine française afin qu'il ferme les routes vers la Chine. Il semblait que les Anglais n'étaient pas plus à même de protéger leurs intérêts. Winston Churchill devait prendre encore une fois une décision grave. Pour le moment du moins, il n'avait d'autre option que d'accéder à reculons aux exigences japonaises. Le 17 juillet, la route de Birmanie fut temporairement fermée, ce qui déclencha la colère de nombreux politiciens de la Chambre des communes. Et tandis que ces dramatiques événements se déroulaient en Asie, en Afrique, un nouveau belligérant commençait à faire sentir sa présence. Le dictateur fasciste italien, allié de l'Allemagne nazie, Benito Mussolini, désireux d'étendre le territoire italien, avait commencé à créer un nouvel empire. En 1936, il avait envahi l'Abyssinie, en Afrique orientale, aujourd'hui Éthiopie. Et il avait ajouté cette nation à ses autres colonies, la Somalie et l'Érythrée. En Afrique du Nord, les Italiens étaient déjà présents en Libye et Mussolini visait à s'emparer des ports importants d'Égypte et du canal de Suez afin d'avoir la possibilité de relier ses forces en Libye avec celles d'Afrique de l'Est. La Grande-Bretagne était en meilleure position en Afrique qu'en Extrême-Orient. Lorsque Mussolini avait déclaré la guerre à l'Angleterre après l'évacuation de Dunkerque, 30 000 soldats alliés étaient entrés en Libye le 14 juin, marquant le commencement de la guerre en Afrique du Nord. Après la prise de Fort Capuzzo le 16 juin et la victoire dans la première bataille de blindés dans le désert à Girba, l'Égypte et le canal de Suez semblaient être bien à l'abri entre les mains alliées. En Afrique orientale, les Italiens connaissaient certains succès et, après quelques petites incursions au Soudan, territoire britannique, et au Kenya, en août 1940, les Italiens et leurs alliés allemands attaquèrent la Somalie. En conséquence, la garnison britannique fut évacuée par mer jusqu'à Aden, un protectorat français, et Mussolini put célébrer sa première victoire sur l'Empire britannique.
La Luftwaffe continuait à bombarder l'Angleterre et Adolf Hitler gardait un œil sur les colonies britanniques. Gibraltar était sous administration anglaise depuis le XVIIIe siècle et tenait un rôle vital pour les opérations en Atlantique et en Méditerranée, permettant de contrôler tout le trafic maritime passant au large du Rocher. Tout en continuant la préparation de l'opération Seelöwe, Hitler planifiait la mainmise sur cette colonie anglaise pour ainsi fermer la Méditerranée aux navires britanniques et les forcer à traverser l'Atlantique dans un océan infesté de U-boats. L'opération reçut le nom de code Félix. Si elle était couronnée de succès, cela permettrait de mettre la pression sur la métropole britannique déjà soumise aux attaques de la Luftwaffe. Hitler n'avait qu'un obstacle. L'opération devant être lancée depuis l'Espagne, il devait s'assurer de l'allégeance du dictateur espagnol, le général Franco. Franco était alors en marge du conflit européen et n'était pas aussi pressé que Mussolini, le dictateur italien, de signer une alliance avec le Führer. En échange de son aide, Franco réclama à Hitler Gibraltar, le Maroc français, l'Oranie, ainsi que du pétrole et une compensation financière en cas de blocus britannique. Volontairement ou pas, les exigences de Franco étaient au-delà de ce qu'Hitler était prêt à payer. Et tout au long de la guerre, Franco continua à mettre des bâtons dans les roues des nazis. Alors même que les négociations avec l'Espagne étaient encore en cours, Hitler déclara à Mussolini qu'il préférait encore qu'on lui arrache 3 ou 4 dents plutôt que d'avoir à parler à nouveau avec Franco. Incapable d'utiliser Gibraltar pour créer un blocus, et toujours dans l'impossibilité de donner à la bataille d'Angleterre une conclusion favorable, de plus en plus d'avions de la Luftwaffe étant abattus, Hitler décida de franchir une étape supplémentaire. Il était désormais temps de rassembler toutes ses forces afin d'écraser la RAF et les défenses antiaériennes de l'ennemi pour briser la résistance britannique pour de bon. Le 1er août 1940, Hitler ordonna au ministre de l'Aviation, Hermann Göring, d'employer toute la puissance de la Luftwaffe pour anéantir la RAF le plus rapidement possible, afin que l'opération Seelöwe puisse être menée à bien. La date du débarquement avait été fixée au 15 septembre, mais avant cette date, la RAF devait être défaite. La bataille commençait. 1485 sorties furent menées contre les ports et les aérodromes du sud de l'Angleterre. Et bien que le Fighter Command ait tout donné, les pertes au combat et les dommages causés aux bases aériennes plongeaient la RAF dans une situation proche du désastre. Les pilotes de la RAF étaient épuisés. Comme les bombes continuaient à tomber sur leur pays, ils continuaient à combattre jour et nuit, même si la victoire nazie semblait imminente. Le 16 août, en plein combat, Winston Churchill visita la salle d'opération du groupe 11 et fut profondément ému par la valeur des jeunes hommes qui combattaient en plein ciel. Submergé par l'émotion, il pouvait à peine parler, mais les mots qui lui vinrent à l'esprit furent à l'origine de son discours à la Chambre des communes 4 jours plus tard, lorsqu'il loua la bravoure de la RAF. La gratitude de chaque foyer de notre île, de notre empire et bien sûr du monde entier, à l'exception des demeures des coupables, doit aller aux aviateurs britanniques qui, sans sourciller face au nombre, infatigables en dépit du défi permanent et du danger mortel de leur devoir, sont en train de changer le sort de la guerre mondiale par leur prouesse et leur dévouement. Jamais dans l'histoire des conflits humains, une telle dette ne fut contractée par tant d'hommes envers si peu.
La bataille continuait à faire rage dans le ciel. La Luftwaffe s'aventurait de plus en plus profondément dans les terres pour détruire les bases de la RAF, les cibles industrielles où les avions et bien d'autres matériels vitaux étaient en cours de production. Beaucoup d'aérodromes importants furent sérieusement endommagés et ceux qui travaillaient dans les usines couraient de grands risques. Mais le peuple britannique était déterminé à défendre sa nation et travaillait avec acharnement sous les attaques, si bien que l'effort de guerre ne faiblit pas. De plus en plus de pilotes polonais rejoignaient la RAF pour combattre les nazis. Le Squadron 303 se rendit célèbre en abattant plus d'avions ennemis que n'importe quel autre escadron pendant la bataille d'Angleterre. Cependant, en dépit de la résistance de ces hommes et de l'immense effort de tous ceux qui travaillaient à leur soutien, le Fighter Command était de plus en plus faible et sa capacité d'action de plus en plus limitée. La Luftwaffe était dangereusement proche de venir à bout des défenses aériennes britanniques, mais Hitler, soudainement, décida de changer radicalement le plan de bataille. Hitler avait donné des instructions précises pour que la population britannique ne soit pas touchée sans sa permission expresse. Mais lorsque le 24 août, un bombardier allemand largua par erreur ses bombes sur Londres, le cours de l'histoire changea. La réplique de Churchill ne se fit pas attendre. Dès le lendemain, les bombardiers anglais furent chargés de bombes et envoyés sur l'Allemagne pour un raid de représailles sur Berlin. En dépit des très faibles dommages infligés à Berlin par le bombardement, l'effet psychologique du raid sur la population allemande fut impressionnant. Hermann Göring avait donné son assurance que les villes de sa patrie ne pourraient pas et ne seraient pas bombardées. C'était une promesse qu'il ne pouvait évidemment pas tenir. Hitler était furieux et il semble qu'il laissa la colère influencer sa stratégie militaire. Le Führer était déterminé à venger l'attaque contre l'Allemagne et ordonna que les bombardements se focalisent alors immédiatement sur les villes britanniques, plutôt que contre le Fighter Command et ses aérodromes. Sans le savoir, Hitler offrait à la RAF le répit dont elle avait désespérément besoin. Mais sous le Blitz, c'était le peuple anglais qui subissait les bombardements. Le 7 septembre 1940, en fin d'après-midi, les sirènes se mirent à hurler dans la capitale britannique, car des avions ennemis avaient été repérés se dirigeant sur Londres. Les gens se ruèrent dans les caves des immeubles ou dans les abris anti-aériens les plus proches. Survolant une ville vide et silencieuse, une nuée de bombardiers, large de 3 km, remonta la Tamise et le massacre commença. 348 bombardiers, escortés par 617 chasseurs, survolèrent Londres et après quelques instants, les bombes commencèrent à siffler dans le ciel. Les chasseurs de la RAF qui défendaient la capitale étaient noyés sous le nombre. Et comme le déclara un des squadron leaders, le ciel était devenu un chaudron bouillonnant d'avions. Londres se retrouvait sous une tempête totale. Et pendant que les explosions continuaient, le cabinet de guerre de Churchill avait des inquiétudes plus grandes encore. Des vols de reconnaissance au-dessus des ports français de la Manche, du Havre à Calais, avaient en effet repéré un grand nombre de barges. Et le clair de lune de cette semaine aidant, il semblait de plus en plus probable que l'invasion de la Grande-Bretagne était sur le point de débuter.
le nom de code Cromwell fut diffusé dans tout le pays, signifiant l'imminence de l'invasion. Les divisions côtières furent mises en alerte dans tout le pays et on arma les sites d'artillerie. Ceux qui étaient chargés de la défense du royaume mirent leurs casques d'acier et attendirent l'ennemi. Les unités de la Home Guard s'activèrent dans leurs casemates, mais la panique commença à se répandre et certains firent sonner les cloches des églises, croyant que les Allemands avaient déjà débarqué. Parce que les cloches étaient restées silencieuses depuis le début de la bataille d'Angleterre, leur écho à travers tout le pays rendit la menace soudainement réelle et effrayante. À Londres, vers 18 h, la première vague de bombardiers avait largué sa charge mortelle et était rentrée. Mais 2 heures plus tard, pendant que les pompiers combattaient encore les incendies qui faisaient rage partout dans la ville, un deuxième groupe de 133 avions, guidés par la lueur de Londres en flammes, ajouta ses bombes au chaos qui régnait au cœur de la nuit. La terre tremblait de toutes parts. Les Londoniens, blottis dans les souterrains, n'avaient aucune idée de ce qui les attendait à la surface. La seconde attaque dura jusqu'à 4h30 du matin. Et au petit jour, lorsqu'ils commencèrent à émerger de leurs abris, ils découvrirent une ville dévastée. La recherche de survivants commença immédiatement, mais rapidement, on découvrit que plus de 400 personnes avaient été tuées et près d'1 millier d'autres blessées. En dépit de la tragédie qui avait frappé le peuple de Londres, pour ceux qui scrutaient la Manche depuis la côte, il n'y avait aucun signe des barges allemandes. Pourtant, il était évident que l'opération Seelöwe avait été lancée. Cependant, dans un style purement britannique, alors que la poussière commençait juste à retomber, le rôti du dimanche était dans le four, à la maison ou dans celui du voisin, le thé infusait et le moral ne faiblissait pas. Pendant ce temps, Churchill s'exprimait à la radio, louant l'esprit combatif des Londoniens qui avaient survécu aux premiers assauts du Blitz et affirmait que les tactiques atroces d'Hitler ne pourraient briser la volonté britannique. Durant les 57 jours qui suivirent, sans interruption, Londres fut bombardée le jour comme la nuit et les incendies firent rage sans discontinuer. L'Allemagne commença à bombarder d'autres villes comme Coventry, Cardiff, Belfast et Birmingham, où ses attaques furent dévastatrices. Au bout de quelques semaines, les bombardements eurent lieu surtout la nuit, car Hitler voulait affaiblir les Anglais en les privant de sommeil. Mais même si le massacre continuait, les Anglais combattaient de toutes les manières possibles. Le gouvernement tenta de tromper les bombardiers allemands en imposant un blackout. Les éclairages publics furent éteints, les lumières des voitures devaient être couvertes, et la défense passive s'assurait que tout le monde gardait ses lumières coupées ou dissimulées derrière des rideaux opaques. Des abris étaient construits dans les jardins, et lorsque les bombardements s'intensifiaient, les gens se rassemblaient dans les stations de métro pour dormir. Ce climat de guerre développa dans l'ensemble de la communauté un extraordinaire sens de l'unité. Les magasins restaient ouverts même s'ils étaient entourés des ruines des immeubles alentours. Ceux qui avaient eu la chance de retrouver leur maison debout venaient en aide à ceux qui n'avaient pas eu une telle chance. La manière dont les Britanniques faisaient face à l'agression était tout simplement admirable. En dépit de leur sommeil perturbé, les Londoniens continuaient à se lever et à aller travailler dans les usines, déterminés à fournir au commandant de la RAF, Sir Hugh Dowding,
les avions et les munitions dont ces pilotes de chasse avaient tant besoin. Sans aucun souci d'origine sociale, tous, épaule contre épaule, combattaient Hitler. Malgré les craintes pour leur sécurité, le roi et la reine restèrent à Buckingham Palace afin de montrer leur solidarité avec le peuple britannique. Ils se déplacèrent même à travers le pays pour remonter le moral et consoler ceux qui avaient perdu des êtres chers ou leur maison. Buckingham reçut pas moins de 9 impacts directs pendant la guerre, mais puisque le palais était également bombardé, la reine déclarait qu'elle pouvait regarder le peuple de l'East End dans les yeux et plutôt que de saper le moral du pays, ces attaques directes contre la monarchie avaient en réalité l'effet inverse. Les Britanniques étaient rassurés de voir que la famille royale partageait leurs souffrances et que le royaume restait uni. La bataille d'Angleterre et le Blitz se poursuivaient, mais en Allemagne, la controverse grondait autour de l'invasion de la Grande-Bretagne et de l'opération Seelöwe, l'armée et la marine étant incapables de trouver un accord sur la procédure de débarquement. L'assurance qu'Hitler accordait à son plan semblait vaciller, et la date de l'invasion fut repoussée du 15 septembre à la fin du mois. Le 15 septembre, justement, Göring lança une offensive d'envergure pour détruire le Fighter Command. Cependant, avec l'aide des renseignements ultra, la RAF avait devancé l'attaque. Le soir, la Luftwaffe avait perdu 60 avions de plus et la RAF 28. Ce fut le dernier engagement majeur de la bataille d'Angleterre. Après cette défaite, l'opération Seelöwe fut suspendue. Les conditions de mer se dégradant à l'approche de l'hiver, elle ne pourrait être relancée avant le printemps suivant. La bataille d'Angleterre était finie, mais Hitler voulait continuer à bombarder l'Angleterre pour pousser cette nation à se soumettre. Pendant le Blitz, près de 2 millions de maisons furent détruites, 60 000 civils tués et les blessés innombrables. Ailleurs, le fascisme et la tyrannie s'étendaient de façon alarmante. Le 13 septembre, Mussolini avait ravivé ses plans d'invasion de l'Afrique du Nord. Il ordonna à la 10e armée italienne d'avancer vers l'Égypte. Durant les 2 semaines suivantes, de l'autre côté du globe, les Japonais envahissaient l'Indochine française et s'apprêtaient à signer une alliance formelle avec l'Allemagne nazie. Le 27 septembre 1940, les puissances de l'Axe signaient le pacte tripartite avec le Japon qui rejoignait ainsi l'Allemagne et l'Italie dans leur combat contre les forces alliées. Hitler, qui était sur le point de renier son pacte de non-agression envers l'Union soviétique, n'avait pas invité Staline. La Russie était destinée à devenir une cible de plus dans la conquête qu'Hitler menait pour dominer le monde. Mais pour le moment, battre l'Angleterre restait son objectif principal. La guerre en Europe devenait globale. Les combats menés par la Grande-Bretagne avaient stoppé les attaques nazies et faisaient l'admiration du monde entier. La déclaration de Winston Churchill « Nous ne nous rendrons jamais » devenait un inestimable encouragement à la résistance, non seulement pour le peuple britannique, mais pour toutes les nations occupées, terrorisées par le régime nazi. Les Britanniques n'allaient heureusement pas rester seuls bien longtemps, car, conséquence directe du pacte tripartite, les Américains allaient être entraînés dans le conflit, offrant aux Alliés leur puissance impressionnante avec laquelle il allait falloir compter désormais.